la méditation, c'est pas une technique, c'est pas une relaxation, c'est un chemin extraordinaire qui nous permet de rencontrer notre vie, de travailler avec nos difficultés, de nous donner de l'allant, de trouver de l'inspiration. Et ça, c'est pas du tout le projet des applications. Bonjour, je suis Fabrice Midal, l'un des principaux enseignants de la méditation dans le monde francophone et le fondateur de l'école de méditation. La méditation, ça fait 30 ans que je l'ai découverte. J'ai sonné par hasard à la porte d'un appartement, puis il y a quelqu'un qui m'a ouvert. Il m'a donné une instruction de méditation, et là, j'ai senti que j'étais enfin arrivé à la maison. Moi, j'étais un garçon hypersensible, un peu en décalage. J'avais toujours l'impression de ne pas comprendre ce qu'on me demandait. À l'école, tous les enseignants disaient « peut mieux faire ». Et là, je me suis assis et j'ai trouvé que c'était une expérience tellement simple, tellement ordinaire, mais en même temps, c'était un soulagement. Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que la personne qui m'a introduite à la méditation, c'était un des très grands neuroscientifiques qui s'appelait Francisco Varela, qui a beaucoup travaillé au lien entre la méditation et les neurosciences. Et ça a vraiment teinté l'exigence que j'essaye d'avoir dans la pratique de la méditation. J'ai écrit de très nombreux livres sur la méditation, mais depuis quelques années, j'ai essayé de faire un travail pour vraiment rassembler où on en est aujourd'hui de la compréhension de la méditation, des défis nouveaux qui apparaissent, comment faire pour que la méditation réponde vraiment à nos besoins, comprendre son histoire, comprendre comment elle peut être parlante, comprendre comment la mettre en application. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre un peu immense, 500 pages, La méditation pour les nuls, où je fais un panorama complet. Et j'ai décidé dans cette vidéo de profiter de la sortie de ce livre pour vous exposer, en essayant d'être un peu complet, qu'est-ce que c'est la méditation, pourquoi, à mon sens, la dénomination de pleine conscience est un vrai obstacle à la compréhension de la pratique, pourquoi il y a beaucoup d'idées reçues qui se sont imposées et qui bloquent la compréhension de beaucoup de gens de la pratique, à qui elle s'adresse, quelles sont les nouvelles découvertes qui permettent de comprendre comment la méditation pourrait être plus facile à mettre en œuvre, plus profonde, plus aidante dans de nombreux cas. Et voilà, je vais essayer de vraiment vous offrir un panorama le plus complet. Ça faisait des années que j'avais promis de faire cette vidéo, que souvent on me demande « mais pourquoi je suis critique sur telle approche, pourquoi j'ai tel engagement ?» Et je me suis dit que c'était le moment de vous répondre. Les idées reçues, il y en a un très grand nombre, j'en dénombre plus d'une dizaine dans le livre, mais je voudrais ici me concentrer sur 4 principales. Le fait de penser que la méditation, c'est faire le vide dans sa tête, que la méditation, c'est une forme de relaxation, que la méditation, c'est observer ses pensées passer comme des nuages dans le ciel, et que méditer, c'est essayer de se calmer. Et ce qui me frappe, c'est que c'est pas juste des idées reçues, comme dans peut-être d'autres domaines, qu'on a quand on ne connaît pas, et que très vite on comprend que c'est autre chose. Ces idées reçues se sont souvent imposées et bloquent très profondément la compréhension. Et donc c'est vraiment, se libérer de ces idées reçues, c'est vraiment très important. La première idée reçue, ça, on est à peu près tous d'accord, tous les enseignants de méditation qui ont une expérience à peu près réelle de la pratique le disent, méditer, c'est pas faire le vide dans sa tête. Le problème, si on croit que la méditation, c'est faire le vide, ce qui est juste impossible, parce que notre esprit n'est pas comme la petite poubelle d'un ordinateur, on appuie sur un bouton et clac, c'est fini. C'est que quand les gens pratiquent, évidemment, ils n'arrivent pas à arrêter de penser. Donc ils sont complètement déçus et frustrés. Et même après, ils disent, mais j'arrive pas à faire le vide dans ma tête, donc j'arrive pas. Et ils voudraient trouver une technique pour réussir à prendre une sorte de gomme qui va effacer. C'est un rapport beaucoup trop naïf et grossier à la pratique. Méditer, c'est pas faire le vide dans sa tête, méditer, c'est rencontrer authentiquement, sincèrement, ce qui se passe. Alors bien sûr, le fait de rencontrer son esprit, son état émotionnel,
comment on est, change très profondément la qualité de notre présence et peut nous donner l'expérience que le poids des pensées, le poids du ressassement est moins intense. Mais le sens de la pratique n'est pas qu'il n'y ait plus de pensée, c'est de se relier à ce qui se passe. Et c'est ça qui change tout. Et une fois qu'on comprend ça, alors la pratique devient beaucoup plus simple, parce que se relier au fait que j'ai plein de pensées aujourd'hui, que je suis submergé, ben voilà, ça je peux y arriver. Mais trouver une sorte de baguette magique qui va faire que, pouf, toutes les pensées disparaissent, ça, comme je ne vais pas y arriver, je vais me sentir juste frustré. La deuxième idée, c'est la confusion entre la méditation et la relaxation. Elle est pourtant très essentielle. La relaxation, c'est l'idée de se détendre. Alors on peut s'allonger sur le dos, écouter une musique douce, essayer peut-être de faire des exercices de respiration pour essayer de se détendre, d'évacuer nos tensions. Mais la méditation n'a aucun rapport avec ça. Oui, vous avez bien entendu, aucun rapport avec ça. Méditer, c'est être présent à ce qui se passe, en s'ouvrant à ce qui se passe, en acceptant de rencontrer ce qui se passe. Par exemple, vous avez une petite tension dans le dos. Ben, vous pouvez essayer de vous relâcher en faisant des exercices pour que la tension parte. Dans la méditation, on va juste essayer d'être présent à la tension qu'on ressent et sentir ce qui se passe. Sentir, par exemple, la différence entre la sensation elle-même, la peur, que la douleur ne s'arrête pas, le commentaire que nous faisons sur la douleur. Et en développant cette sorte de présence attentive, on va changer très profondément le rapport que nous avons. Mais le projet n'est pas du tout de se détendre, c'est d'être plus présent à ce qui se passe. Une fois qu'on comprend ça, on comprend pourquoi toutes les méditations que vous pouvez peut-être écouter, qui ont une sorte de musique douce, un peu planante à l'arrière-plan, ne sont pas des pratiques de méditation, même si elles portent ce nom, ce sont des exercices de relaxation. Et vraiment, ce que je tiens à dire, c'est qu'il n'y a pas de ma part le moindre mépris pour des formes de relaxation. Mais c'est juste important de faire la distinction. Ça ne fonctionne pas de la même manière, sur les mêmes apprentissages. Et à mon sens, la pratique de la méditation est beaucoup plus profonde, beaucoup plus radicale que la pratique de la relaxation. On ne cherche pas à atténuer une difficulté, on cherche à entrer en rapport à elle pour entrer dans un mouvement qui va peut-être la transformer, qui va peut-être nous permettre de comprendre en profondeur ce qui se passe. On pourrait dire que la méditation est beaucoup plus centrée sur une forme de clarté, d'intelligence de la situation, de ce qui nous arrive, plutôt que de simplement essayer de se détendre. Voilà. Troisièmement, l'idée que méditer, c'est se calmer, d'être zen. Ça a l'air pourtant évident. On médite pour se calmer. Oh, t'es un peu trop nerveux, pratique, calme-toi. C'est du reste en train de se passer dans la plupart des écoles. Je reçois beaucoup de courriers de parents inquiets, leurs enfants, quand ils sont trop turbulents ou trop agités. Au lieu d'aller en récréation, ils sont privés de récréation pour avoir un cours de pleine conscience, pour essayer de les calmer, de les aider à être un peu plus zen. Là aussi, on pourrait dire que ça part d'un bon sentiment, mais évidemment, c'est extraordinairement violent. Et c'est ça que je voudrais essayer de souligner dans cette vidéo, c'est que certaines approches de la méditation ont une visée extrêmement, sous les dehors les plus sympathiques, extrêmement violent. Qu'est-ce que ça veut dire à un enfant qui est agité qu'il faut qu'il se calme? Moi, pour ma part, je trouve que ça ne va pas du tout. Et tout mon travail avec les spécialistes de l'enfance et de la petite enfance, comme Catherine Guégan ou Isabelle Filiosa, et toutes les études qu'ils ont montrées sur le cerveau, me confirment dans ce qui me semblait, pourtant, ce qui me semblait évident, dans ce qui était une de mes intuitions fortes, c'est quand l'enfant est énervé, ce qu'il a besoin, c'est d'être compris. Son énervement ou le chaos qu'il manifeste est le signe de quelque chose qu'il a à dire, qu'il a à exprimer. Et lui faire passer le message qu'il est en faute et qu'il devrait être calme, c'est l'empêcher de travailler avec ses difficultés. Et c'est lui faire passer un message d'une extraordinaire violence. Là, on arrive à un moment de la vidéo un peu critique, parce que vous voyez bien que, à l'opposé de ce qu'on raconte partout, je ne crois pas
qu'il y ait quelque chose comme la méditation, une sorte d'essence de la méditation qui en soi serait bien. Je n'y crois pas, je pense que la méditation dépend du projet qu'on a. Et il y a des méditations dont le projet c'est de calmer les gens, et je crois ça tout à fait inquiétant, et il y a des méditations dont le projet c'est d'aider les gens à rencontrer honnêtement et simplement ce qu'ils sont, et d'être un espace d'accueil profond, réconfortant, dans un espace de sécurité décisif. Et ça, comprendre cette différence, c'est absolument essentiel. De manière un peu plus extrême que moi, Mathieu Ricard aime à dire que on peut très bien imaginer aujourd'hui des cours de pleine conscience pour aider des terroristes à tuer des gens en étant plus concentrés, attentifs, et on n'aura fait aucun bien. Et je crois qu'il a raison de souligner que, en tant que tel, la méditation n'est pas forcément juste. Ce qui compte, c'est dans quel dessein, qu'est-ce que je veux faire du fait de s'asseoir et de travailler avec mon esprit. Et donc je crois vraiment essentiel que méditer n'est pas là pour se calmer ou quoi que ce soit. Elle est pour vivre plus entièrement, de manière plus profonde, ce que nous sommes en train de vivre. Vous vous souvenez ce que je disais en introduction. Quand j'ai découvert la méditation pour la première fois, j'avais beaucoup hésité à y aller, mais l'expérience que j'ai vécue, c'est je peux être ce que je suis. Et je sais, ça peut sembler un peu grandiloquent, mais vraiment, l'expérience que j'ai sentie ce jour-là, c'est la première fois de ma vie que j'ai senti que j'avais le droit d'être comme j'étais. J'ai eu des parents très absents, et pour plein de raisons, j'ai vécu toute mon enfance avec le sentiment que j'étais pas à ma place, que j'étais pas adéquat. Et la méditation, ça a été vraiment cette rencontre profonde. Ça m'a pas calmé, mais j'ai pas fait le vide dans ma tête. Mais je me suis senti réconcilié. Et mon travail depuis, c'est de pouvoir rendre ce que j'ai reçu et de pouvoir faire que les gens voient que la méditation, c'est cette expérience existentielle fondamentale. Vous voyez, là, on voit aussi quelque chose de profond. La méditation, ce n'est pas une technique que je dois appliquer pour avoir un résultat en m'instrumentalisant moi-même, mais la méditation, c'est une aventure que je vis qui me transforme en profondeur, qui me permet de me retrouver de manière beaucoup plus libre, de manière beaucoup plus profonde, de manière beaucoup plus sécure. La dernière idée reçue, elle est moins décrite, mais elle me semble centrale, c'est l'idée que méditer, c'est regarder nos pensées passer comme des nuages dans le ciel. Et là, pour être tout à fait honnête avec vous, il m'est arrivé, quand j'enseignais la méditation, au début, il y a un peu plus de 20 ans, d'employer cette image. Au début, cette image, elle est très répandue, je me disais, ben oui. Et puis un jour, j'étais dans le train à prendre un café, et puis quelqu'un vient me parler de méditation, on discute, et puis deux, trois autres personnes sont venues, et puis elle me dit, ah moi, pratiquer, regarder passer les pensées, passer comme des nuages dans le ciel. Oh, je fais ça depuis longtemps, mais ça m'ennuie. Je sens que je suis bloqué. Et là, ça a été vraiment, je me suis dit, mais évidemment, évidemment, ça, c'est vraiment trop chiant. Regardez les pensées. C'est tellement extérieur, au fond, à la pratique. La pratique, c'est beaucoup plus être présent et ouvert à ce qui se passe. Et donc, les pensées, d'abord, on en sent la texture, on les rencontre, on en fait l'épreuve. C'est pas les regarder. Tu vois. Tout ça repose sur une idée extrêmement à distance, extrêmement technique de la pratique. Et donc, on ne voit pas le rapport avec notre existence. Donc, c'est une idée erronée quand elle simplifie la pratique. Bien sûr, au cœur de la pratique, les pensées, on les laisse être. On se fout la paix avec. On les laisse se déployer. On change notre rapport avec eux, avec elles. Parce que d'abord, on est plus présent au fait qu'elles existent. On se rend compte comment elles agissent sans que nous nous en rendions compte. On apprend à être moins prisonnier de la manière dont parfois elles nous manipulent sans qu'on s'en rende compte. Donc, la pratique, au fond, c'est plutôt une ouverture
une découverte de ce que sont les pensées, comment elles viennent, comment elles agissent sur nous. Et là, d'un seul coup, je trouve que ça devient plus intéressant, non? D'imaginer que la pratique, c'est ça, c'est rencontrer la puissance des pensées, comment en faire des alliés, comment se libérer de la manière dont parfois elles nous manipulent sans que nous nous en rendions compte. Eh bien, la méditation, c'est pour tout le monde, mais pas pour les mêmes raisons. Et je crois que c'est ça qui est vraiment décisif de comprendre. Un enfant, un adolescent, quelqu'un qui est hypersensible, quelqu'un avant un examen, quelqu'un qui vit une épreuve, quelqu'un qui a juste envie de pouvoir mieux apprécier sa vie, ne vont pas pratiquer exactement de la même manière et pas pour les mêmes raisons. Et je crois que c'est ça qu'il faut absolument penser aujourd'hui. On a eu l'idée que la méditation, c'était une sorte de technique pour être présent, qui était adaptable à toutes les situations. Je crois qu'aujourd'hui, le travail sur le terrain, il y a quelques jours, j'ai eu une rencontre avec toutes les personnes qui ont fait la formation en 1 an à l'apprentissage de la méditation que propose l'école. Et ce qui m'a le plus touché, je vais dire même, j'avais vraiment les larmes aux yeux, c'est que chacun racontait, quelqu'un qui était thérapeute disait « Ah oui, ce que j'ai compris cette année, mais est-ce que c'est juste? C'est dans la relation thérapeutique, quand j'enseigne la méditation, il faut faire comme ceci et comme cela. » Quelqu'un d'autre disait « Moi, je travaille avec des gens qui sont handicapés, donc je me rends compte que l'approche de la méditation devrait être plutôt... » Et chacun me racontait comment il trouvait que la méditation, c'était une possibilité d'aider chaque personne à rencontrer ce qui est le plus juste, le plus profond, le plus rassérénant en eux, mais ça se fait de manière tellement différente. Et je crois que c'est ça qui est absolument décisif. Donc, la manière pourquoi vous voulez méditer, ça peut être que lié à ce que vous voulez au fond de vous. Je crois que la méditation répond à notre désir profond. C'est pour ça que je suis tellement triste quand je vois la méditation réduite à une simple technique de gestion du stress. Parce que je me dis, mais non, il y a des gens, il y en a, ce qu'ils ont besoin, c'est de retrouver plus d'allant, ou plus de confiance, ou plus de tendresse. Et c'est ça qui importe. Et du reste, moi, la première chose que j'ai eu à apprendre par la pratique, c'est oser davantage être qui je suis, et avoir moins peur. Mais il y a des moments, donc ça a été vraiment quelque chose, une découverte très profonde. Mais parfois, la pratique, c'était aussi me ressourcer quand j'y arrivais plus. Me ressourcer à quelque chose d'ample et de profond. Parfois, c'était me libérer ma créativité dans des processus où je me sentais bloqué. Parfois, c'était faire face aux réunions. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les réunions. C'est vraiment difficile pour moi, les réunions de boulot, tout ce jeu un peu où on s'ennuie. Donc, ça m'a aidé. Donc, la méditation, elle va agir sur votre vie en fonction de là où vous en êtes. C'est au fond comme une amie, la méditation. On médite, on se ressource, on redécouvre une autre dimension de l'existence qu'on a tendance à perdre de vue, et par là, ça agit en nous et ça nous transforme. Et je crois que c'est ça. Donc, au fond, la méditation, c'est pour qui? C'est pour tout le monde, mais pas de la même manière et pas pour les mêmes raisons. Et aujourd'hui, c'est très intéressant parce qu'on voit que la méditation, c'est aujourd'hui quelque chose qui s'est établi profondément. La méditation, elle est au cœur de nombre de processus thérapeutiques. Et depuis plus de 50 ans, ça je décris en détail dans mon livre « La méditation pour les nuls », au cours de ces 50, 70 ans, il faudrait dire, tant de courants thérapeutiques se sont appuyés sur la découverte de la méditation. Et là, la liste est vraiment longue. On pourrait dire la plupart des grands courants thérapeutiques, à un moment, ont essayé d'examiner ce qui se passait de tellement profond dans la pratique. Pourquoi le fait de se poser, pourquoi le fait d'être sans jugement, d'être à l'écoute profondément de ce que nous vivons, est tellement au cœur du processus thérapeutique. Et ça c'est vraiment... Et c'est pour ça qu'à la fois, ça nourrit des formes de thérapie, et tant de thérapeutes ont développé des pratiques beaucoup plus justes,
beaucoup plus pertinentes grâce à leur expérience méditative. Et on voit aujourd'hui aussi, ça aussi, 70 ans de recul nous permettent de comprendre que la méditation joue un rôle mais essentiel dans le processus créatif. Que la plupart, peut-être pas la plupart, mais en tout cas nombre d'artistes, ont d'une manière ou une autre été en rapport à l'expérience méditative qui les a éclairés en profondeur et ouvert de nouvelles pistes. Parce que quand on est pris dans le processus créatif, la volonté de réussir empêche d'être ouvert et de laisser le terreau fertile de cette ouverture agir. Et être créatif, c'est sortir du contrôle pour laisser quelque chose, comme une forme d'inspiration venir, et la méditation aide profondément. Et ma conviction, c'est que la méditation est aussi le socle de ce que serait une éducation populaire aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une conviction que j'ai profondément, parce que méditer, c'est quoi? C'est entrer en présence. Et je crois que pour beaucoup de gens, le rapport à l'éducation, le rapport au savoir, le rapport à la culture, le rapport à l'art, est quelque chose qui semble réservé à une sorte d'élite, qu'il faudrait avoir un bagage important pour pouvoir apprécier une œuvre, un morceau de musique, pour pouvoir apprendre. Et je crois que c'est un très profond malentendu. Je crois qu'au cœur de l'éducation, il y a le fait d'être en présence. Ce qui compte, c'est comment on est en présence par une œuvre, envers une... je reprends. Ce qui compte, c'est comment on est en présence d'une œuvre, de manière à la laisser agir en nous, à la laisser se déployer. Et j'ai commencé par faire des exercices, en faisant par exemple des concerts de musique avec des musiciens, on faisait un petit exercice de méditation, le musicien rejouait le même morceau, et toute l'assistance, j'ai fait ça dans des salles immenses, tout le monde faisait l'expérience qu'ils n'entendaient plus de la même manière. Simplement par cette manière d'être présent, de revenir à la présence corporelle et d'enlever l'appréhension qu'on a devant une œuvre d'art. Et c'est pour ça que l'école de méditation, je l'ai pensée comme un mouvement d'éducation populaire, et que dans l'école, voilà, on n'est pas dans la méditation pour calmer les gens et s'instrumentaliser, mais la méditation devient un espace qui ouvre à la pensée, à la dimension sociale, à la dimension poétique, à toutes les formes d'éducation. Et je crois que c'est une tâche aujourd'hui que tout le monde sent. Qu'est-ce que serait aujourd'hui une éducation populaire? Vous voyez, prenons un exemple tout simple. Vous allez dans un musée, aujourd'hui, la côté démocratisation, c'est qu'on vous met un casque dans les oreilles et on vous raconte plein d'informations sur l'œuvre. Est-ce qu'en faisant ça, ça aide, mais ça ne fait pas passer un message tout à fait ennuyeux, qui est, quand vous aurez les informations, vous pourrez comprendre l'œuvre. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'informations pour comprendre l'œuvre. Il y a juste besoin de se laisser être mis en présence de l'œuvre, se laisser toucher par l'œuvre, se laisser bouleverser, déplacer par l'œuvre. Donc voilà un des autres aspects de la méditation. Et donc on voit que la méditation est à la fois au cœur du processus thérapeutique, au cœur du processus créatif, et pourrait être une voie extraordinaire pour le développement d'une éducation populaire d'une manière neuve et profondément démocratique. On est juste présent, on se fout la paix, on laisse tomber les objectifs, et on a une attitude vraiment toute simple de bienveillance ou de gentillesse envers ce que l'on vit. Alors tout d'abord, on essaie d'être présent. On essaye, on est juste présent. Et ça, c'est un peu obstrué par l'idée qu'on a de la méditation, c'est adopter une posture particulière et suivre son souffle. Et donc on a l'impression, on a l'image tout de suite méditer, hop, il faudrait que je sois, alors là je ne vais pas le faire en zazen, les jambes croisées, comme ça. Et donc d'emblée, on identifie la méditation avec un truc qu'on doit réussir. Et je crois qu'on confond la lune et le doigt qui montre la lune. La posture, la manière de respirer, tout ça, c'est des manières de montrer la lune.
Mais méditer, par où commencer? Commencez par juste sentir, par juste regarder la Lune, par juste faire l'expérience de la Lune. Faites juste l'expérience d'être présent. C'est pour ça que je recommande, dans la pratique, de commencer très simplement, d'être assis là où on est, et par exemple, de simplement écouter. On écoute, alors là, vous entendez ma voix, mais peut-être vous entendez des oiseaux qui chantent au loin, ou des enfants qui jouent, peu importe. Peu importe ce qui vous aide. Mais le point essentiel, c'est on commence par juste être là. Être vraiment, amplement là où on est. Et en fait, on est rarement là où on est. On est là et on voudrait déjà être ailleurs. Là, on est là. Et être là, vous voyez, c'est aussi être là corporellement, sensiblement. Et je crois que c'est ça qui importe de faire pour commencer. Découvrir une manière d'être vraiment présent. Et là, ça vous explique quelque chose qui est très déconcertant. Pourquoi la méditation se fait immobile, en silence? Pourquoi il y a ce cadre-là? Et souvent, les gens me disent, mais pourquoi moi je médite en faisant mon jardin, moi je médite en allant au bord de la mer? Et je dis toujours, non, 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 non. Méditer, c'est pas juste être présent comme on est au bord de la mer. C'est être présent pour être vraiment ouvert à tout ce qui se passe, avec attention, comme si on était dans un laboratoire. Ça, c'était une des choses que me disait toujours Francisco Varela. Vous savez, ce neuroscientifique qui m'a appris à méditer. Il me disait, on est immobile parce que c'est comme si on prenait un microscope pour regarder très précisément ce qui nous arrive. Et par exemple, on écoute. Comme on est en silence, vous allez voir la différence entre simplement écouter et par exemple dire, oui, j'entends le bruit des oiseaux. Et si on enlève le bruit des oiseaux et qu'on entend, ou le chant des oiseaux, et qu'on entend juste, sans les mots, est-ce qu'on peut vivre une expérience un peu plus profonde? Et peut-être on va rajouter du commentaire dessus. Est-ce qu'on peut aussi donner droit à ça? On donne droit à absolument toutes les couches de présence qui constituent le tissu de notre expérience humaine. Et de ce point de vue-là, la méditation, c'est vraiment rentrer dans la profondeur de l'expérience humaine, en entrant comme dans un laboratoire pour, pendant un moment donné, 5 minutes, un quart d'heure, 1 heure, prendre un moment donné pour vraiment explorer quelque chose, et par là, changer de régime de présence au monde. C'est ça qui se passe. C'est qu'en faisant en ayant cette modalité d'écoute, cette modalité de présence, notre manière d'être se transforme. Et quand on l'a jamais fait, peut-être en m'écoutant, on dit « Ouh, c'est un peu bizarre ça ». Oui, je comprends très bien. Quand on ne l'a pas fait, c'est un peu bizarre. Et je dois dire que même si je connais l'expérience depuis 30 ans, chaque fois que je pratique, j'en suis le premier étonné. J'en suis toujours surpris. On est assis, on est juste là, et cette présence nous transforme en profondeur. Une autre manière de pouvoir découvrir le sens de la pratique quand on commence, comme ça, tout simplement, c'est juste de se foutre la paix. Voilà. Moi, j'en suis vraiment venu à comprendre que méditer, c'est pas, comme je dis, une technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive, mais c'est on se fout la paix. Peut-être que je sens que je suis en colère. Quelque chose là, quelqu'un m'a dit quelque chose ce matin, et là, je sens que ça ne me plaît pas. Et dans la pratique, peut-être pour le premier moment de la journée, vous allez sentir que vous avez été blessé. Et ça, vous voyez, c'est pas du tout, vous cherchez pas du tout à vous calmer. Vous cherchez à savoir, là, avec honnêteté, qu'est-ce qui est vrai pour vous, là, maintenant. Je suis blessé. Et vous vous rendez compte que depuis ce matin, vous essayez presque, sans vous en rendre compte, de mettre de côté. Non, non, je ne dois pas me sentir blessé, je dois être performant, non, il n'y a pas de raison. Et donc, vous ne vous autorisez pas à rencontrer ce qui vous arrive. Vous créez une sorte de dissociation entre votre expérience et l'image que vous croyez que vous devez donner, et vous construisez quelque chose de vous-même qui n'est pas vrai, qui n'est pas sincère.
Donc la méditation, c'est je me fous la paix, d'accord, c'est ça que je sens. Ah, je sens que je suis frustré, je sens que je suis en colère, que je suis blessé. Et juste de faire ça, paradoxalement, c'est un soulagement. Et c'est paradoxal, parce qu'on a l'impression que si je rentre dans mon expérience, je vais être écrasé, plombé, étouffé, submergé. Et en réalité, il y a un soulagement profond qui a lieu. Une fois, j'étais chercher mon filleul à la sortie des classes. Son père m'avait prévenu que depuis quelques jours, il n'était pas bien, il était tendu, mais il ne savait pas et il disait rien. Et, et là, donc je le vois, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, qu'est-ce que je fais? Ben, je l'ai emmené à la maison, j'ai fait son goûter, j'ai créé un espace de sécurité en étant juste bienveillant, à l'écoute de lui, sans rien lui demander. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à parler. Et puis il a fini par me dire, dans cet espace, parce qu'il y avait cet espace de confiance et de sécurité, il a fini par me dire qu'il y avait un camarade de classe qui l'embêtait, il en avait honte, il ne savait pas quoi faire, il avait peur. Et le lendemain, son père m'appelle et me dit « Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, il était tout à fait confiant d'aller à l'école. Est-ce que tu l'as fait méditer ?» Eh bien oui. Et dans l'idée habituelle, méditer, on dirait « Alors là, tu as l'air angoissé, assis-toi sur ton coussin, mets-toi en zazen. Alors là, tu regardes tes pensées passer comme des nuages dans le ciel. Tu suis ton souffle et là, tu es en pleine conscience. Et là, tu essaies bien de te calmer. » Ben non, j'ai pas du tout fait ça, qui serait au fond très violent. Mais en réalité, ce que j'ai fait, c'est ça la vraie expérience méditative. J'ai créé un espace de sécurité, c'est ça qu'on fait quand on pratique. Je me suis posé là où j'étais et j'ai créé un espace pour qu'il puisse dire ce qu'il avait sur le cœur. Et moi, quand je pratique, c'est ça que je fais. Je m'assois, je me pose, je suis présent, je commence à me sentir en sécurité en me posant là où je suis. Et je rencontre mon propre cœur, je rencontre mon propre esprit, sans peur, avec courage, avec honnêteté. Et la plupart du temps, comme dans le cas de mon filleul, c'est un soulagement infini. De laisser tomber les jugements, je ne devrais pas sentir ça, je devrais sentir ça, je ne devrais pas faire ça, je devrais être positif ou tout ça, en laissant tomber ça, en ayant cette honnêteté, ça a un pouvoir de transformation beaucoup plus grand. Et là, peut-être vous comprenez mieux pourquoi je suis si souvent critique avec plein d'approches de la méditation. C'est pas que je suis critique pour le plaisir d'être critique, c'est que je vois à quel point ça empêche de faire cette expérience tellement profonde et tellement aidante. Troisième manière d'entrer dans la pratique, c'est se méfier des objectifs. On médite parce qu'on est tendu, on médite parce qu'on n'arrive pas à dormir, on médite parce qu'on on sent qu'on est coupé de soi, ou qu'on est trop malheureux, ou qu'on a un défi. Très bien, il n'y a pas de problème. Mais si on est trop obsédé par l'objectif, on ne pratique plus. Parce que méditer, c'est être ouvert de tout son être à ce que l'on vit, avec honnêteté, sans attente, sans a priori, sans jugement préalable. Et donc ça, c'est si je veux atteindre quelque chose, en fait, je ne pratique pas. La pratique, c'est l'idée que être obsédé par un but nous empêche d'atteindre ce but. Et ça, c'est absolument central. C'est une des clés de ce que j'ai fini par comprendre. Si quelqu'un est déprimé, qu'il se dise « il faut que je me secoue et que je sois plus souriant ou positif », ça ne marche pas. Si vous avez envie de... vous n'arrivez pas à dormir, vous faites une insomnie, vous dire « il faut que je dorme, il faut que je dorme, là il faut que je m'endorme », ça ne marche pas. Donc, chaque fois que je me mets un but et que je suis obsédé par le but, loin de pouvoir atteindre ce but, ça me bloque, ça me coupe de mes vraies ressources. Et si je veux dormir, qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber le but et je vais faire différents types d'exercices que je suis sûr que vous connaissez, d'attention à son corps ou de certaines formes de visualisation qui vont m'aider à laisser mon corps qui a envie de dormir, dormir, en enlevant la volonté de réussir à dormir qui le paralyse. Et c'est pareil pour la plupart des choses.
Et donc ça, c'est un mécanisme très profond, et c'est ça la méditation. C'est on laisse tomber l'obsession du but qui nous fait perdre nos moyens pour retrouver nos forces, pour retrouver la vitalité, pour retrouver l'énergie, pour retrouver le souffle, pour retrouver l'allant qui est en nous et qui est juste bloqué par le manque de confiance, par le fait qu'on n'est pas synchronisé avec soi-même. C'est pas mal là, non? Alors, le point suivant, la bienveillance. Une autre clé pour vraiment entrer dans... Non. Une autre clé pour entrer simplement dans la pratique, c'est de comprendre que l'attitude générale est une attitude de bienveillance. J'étais un des premiers à expliquer que la méditation devait inclure une dimension de bienveillance, qu'il fallait vraiment faire attention, qu'on allait dans une mauvaise direction avec cette sorte d'obsession de la méditation comme technique de gestion du stress, qu'on oublie complètement que méditer, c'est développer de la tendresse, de l'affection, de la bienveillance. Et ça, et j'étais vraiment content de voir que beaucoup de recherches, comme celles qui ont été faites au Planck Institute, montrent que introduire de la bienveillance dans la méditation a 2 fois plus d'effet que la méditation de mindfulness toute seule. Ça, j'étais vraiment content avec des études vraiment très poussées, avec une population très importante qui confirme, parce que méditer, c'est pas juste essayer d'être là au moment présent, enfin tout ce que j'ai assez dénoncé jusqu'à présent, mais c'est vraiment développer de la tendresse, devenir ami avec soi, ami avec ses émotions, ami avec ce que l'on sent. Et ça, c'est vraiment, une clé décisive. Et si vous voulez en savoir plus, je poste régulièrement sur la chaîne des méditations, et il y a des méditations sur la bienveillance que vous pouvez trouver et qui pourront vous aider. Ça semble surprenant parce que pour la plupart des gens, méditation égale pleine conscience. Et je crois que c'est absolument faux. Que la pleine conscience est une interprétation de la méditation, et une interprétation qui me semble, pour ma part, tout à fait erronée, voire même dangereuse. Mais en tout cas, à milieu de ce qu'est la méditation, depuis en tout cas des millénaires, et de ce qui, pour moi, fait sens. Ou pour le dire autrement, si la méditation était la pleine conscience, moi, jamais cela m'aurait intéressé, et je vais vous expliquer pourquoi avec 6 points principaux. Le premier point, c'est d'abord même l'idée. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'être pleinement conscient de tout? Et je suis très étonné, parce que c'est quand même assez évident. Est-ce que vous pouvez être pleinement conscient de quelque chose? L'idée... voilà, moi j'ai une formation de philosophe, alors depuis déjà Leibniz avait souligné, ce grand philosophe du XVIIIe avait souligné qu'il y a plein de petites perceptions qu'on ne perçoit pas, de manière consciente, mais qui agissent sur nous. Puis après, on a eu toute la notion d'inconscient. Là, maintenant, pendant que vous m'écoutez, il se passe plein de choses que vous percevez sans que ce soit de manière consciente, et heureusement, être conscient de tout, c'est impossible. Est-ce que vous avez déjà essayé de courir en devenant conscient de l'ensemble des mouvements de vos bras, de vos jambes, de votre respiration? Heureusement que non. Un jour, j'ai essayé, pour voir, j'étais en train de nager, je me dis, allez, je vais essayer de nager en pleine conscience. Waouh, j'ai cru que j'allais couler. Parce que je me suis rendu compte que c'est impossible d'être conscient du mouvement des bras et des jambes en même temps. Je ne vous parle même pas du reste. Donc, parce que, au fond, quand vous nagez, vous devez apprendre à faire confiance à ce que votre corps lui-même connaît, ce qu'il sait, et c'est votre corps qui vous conduit à nager sans que vous puissiez être conscient pleinement, totalement de cela. Et pleine conscience, c'est tellement un contresens, puisque la méditation, c'est surtout pas pleinement conscient, c'est une expérience qui inclut le cœur, le corps, l'ensemble des sensations, notre rapport à l'environnement. Donc on pourrait dire à la rigueur, la méditation, c'est une expérience de pleine présence. Mais j'ai parlé de ça depuis une dizaine d'années, partout, j'ai écrit de nombreux articles sur cette question. Alors, de temps en temps, je vois
des amis, psychiatres, thérapeutes qui disent on pratique la méditation de pleine conscience ou de pleine présence, pensant atténuer le problème. Mais ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas une question de terminologie. Prenons un exemple tout simple. Là, pendant que vous m'écoutez, vous pouvez essayer d'être conscient de ce que je vous dis. Essayez d'être conscient de votre expérience. Vous voyez, ça induit une expérience tout à fait singulière. Vous essayez d'être conscient. Vous voyez, on est obligé de passer comme dans la tête, à essayer de s'observer, de se regarder. Je suis conscient de ce qui est en train de se passer. Je suis conscient, là par exemple, si j'essaye d'être conscient que je suis en train de vous parler. Donc voilà, je me regarde, je suis en train de me regarder vous parler. Alors que la méditation, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un malentendu profond. La méditation a à voir avec le fait de se détendre, d'être simplement là, d'être intégré, d'être synchronisé avec ce que l'on est. Et donc vous pouvez faire vous-même l'expérience. Vous n'essayez plus de m'écouter en essayant d'être conscient de ce que je dis, mais vous essayez de m'écouter en laissant les mots venir, en laissant les choses se faire, de manière vraiment confiante et détendue. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment deux expériences tout à fait différentes. Maintenant, comment s'est fait cette erreur? En anglais, aux États-Unis, il y a eu plusieurs manières d'essayer de définir ce qu'est la pratique de la méditation dans les années 60-70. Et plusieurs personnes ont pensé que la traduction par mindfulness n'était pas si mal. Mais pour beaucoup d'autres, ce n'était pas forcément le meilleur choix, j'y viendrai. Mais mindfulness, c'est quand même vraiment, il y a une justesse. Et en français, on a traduit mindfulness par pleine conscience. Vous pouvez même voir aujourd'hui, dans la plupart des moteurs de recherche, quand vous mettez mindfulness à traduire, vous avez le mot pleine conscience, ce qui est complètement dingue, parce qu'en anglais, il y a mindfulness et consciousness. Et tous les auteurs, y compris Jon Kabat-Zinn, qui est une des figures majeures de développement de ce qu'on appelle aujourd'hui en France la pleine conscience, Jon Kabat-Zinn lui-même, il écrit dans ses livres « Meditation is mindfulness and not consciousness ». Ah, la distinction, elle est claire. Moi, je me souviens quand j'avais 20 ans, que j'étais aux États-Unis, me former à la méditation, je faisais des séminaires, et tout le temps, on nous expliquait, c'était vraiment le b.a.-ba. Careful, meditation is mindfulness and not consciousness. Et on nous décrivait très précisément. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de prendre conscience, d'être conscient, mais de cette attitude de mindfulness. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mindfulness? Ah, c'est vraiment passionnant. Parce que mind, on croit que c'est esprit. Full, plein, n'est la qualité d'être dans une plénitude d'esprit. Mais ce n'est pas du tout ça. Parce que mind, en anglais, ça c'est pas du tout comme en français, mais mind est un mot tout à fait plastique qui peut vouloir dire aussi le fait d'être présent à, attentif à. Par exemple, dans le métro londonien, partout, c'est marqué, je ne sais pas si vous avez déjà été à Londres, Mind the Gap. Il y a même des t-shirts Mind the Gap, il y a même des... C'est vraiment un des slogans de Londres. Mind the Gap, ça ne veut pas dire prenez conscience. Ça veut dire faites attention à l'espace entre le marchepied et le quai. En français, vous voyez, ce qui est important, c'est de voir l'expérience. Ce n'est pas juste les mots. Quelle est l'expérience qu'on pointe dans la pratique? C'est cette manière dont on fait attention à quelque chose. Donc, on ne fait pas attention en prenant conscience de quelque chose. Et en français, alors ce qui est vraiment passionnant, c'est que dans les trains français à la SNCF, on ne dit pas « faites attention », on dit « prenez garde à l'espace entre le quai et le marchepied ». Et là, alors là, ça c'est vraiment passionnant, parce que prenez garde, pourquoi? Parce que attention en français, il y a des fois juste la connotation attention chien méchant, quelque chose d'un tout petit peu trop crispé. Prenez garde, c'est ouvert, prenez garde. Vous voyez? C'est tout à fait juste. Là, il y a vraiment une intelligence de la langue pour décrire quelque chose de l'expérience. Prenez garde. C'est ça la méditation, on prend garde. On prend garde, on est présent à, avec une qualité d'attention. Et là, vous voyez, ça devient vraiment intéressant. Méditer, c'est cette attitude très ouverte, très détendue,
où on est là. C'est vraiment une attitude dans laquelle on est là pleinement. Et en sanskrit, quand les textes, il y a 1500 ans, 2000 ans, ont essayé d'écrire l'expérience, ils ont employé le mot smriti, qu'on a traduit par attention, mais qui a vraiment le sens de se rappeler là où on est au moment où on est. Donc vous voyez, c'est vraiment ce mouvement, on est là, le mouvement d'un sens de présence. Et pas du tout une sorte d'effort qu'il y aurait à faire, mais plutôt quelque chose une qualité naturelle qu'on développe. Et là, vous commencez à voir une chose essentielle, la méditation, c'est développer des qualités naturelles et spontanées. Il y a un côté spontané, il y a un côté confiant, il y a un côté libre, et pas du tout une sorte d'effort pour réussir à faire quelque chose qui va du côté d'une forme de concentration. Donc, voilà, le premier point, la traduction, la notion de pleine conscience est une notion qui est contradictoire dans ces termes. Aucun être humain ne peut être pleinement conscient, et le mot est une fausse traduction de la manière dont les anglo-saxons ont essayé de nommer la méditation mindfulness. Le deuxième point, c'est que cette détermination conduit les gens qui pratiquent la pleine conscience à être dans l'observation d'eux-mêmes. Alors on voit, les gens essayent de manger en pleine conscience. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent en s'observant manger. Et du reste, on voit que la plupart du discours actuel aujourd'hui sur la pleine conscience comprend la méditation comme le fait que je m'observe pendant que je fais quelque chose. Ça, c'est le principe de l'ongle incarné. L'ongle incarné, vous savez, il rentre en vous et il vous fait mal en permanence. C'est ça, on s'observe soi-même. Mais franchement, dans la vie, ça, c'est la souffrance. La pleine conscience, moi je dis souvent, si on écoutait ce que ça dit, la pleine conscience, le mouvement que ça dit, ce qui est décrit, c'est vraiment un mouvement de souffrance. C'est-à-dire quand on se regarde soi-même, on s'observe faire quelque chose en même temps, ben juste, on est crispé, on est tendu. Quand vous lisez, quelqu'un lit derrière vous, vous vous sentez observé, vous êtes en train de vous regarder le lire, vous n'avez plus aucun plaisir. Dans la vie, ce qui donne du plaisir et de la joie, c'est exactement le contraire, c'est qu'on s'oublie. Alors là, toutes les recherches en psychologie positive ont beaucoup travaillé sur qu'est-ce qui fait qu'on est heureux. Et il y avait cette notion qu'a développée Csikszentmihalyi du flow ou de l'expérience optimale, que peut-être vous connaissez parce qu'elle s'est beaucoup démocratisée. Et son idée, c'était de constater quels étaient les moments où les gens étaient heureux. Pas quand on leur pose la question « quand êtes-vous heureux ?» parce que les gens disent des choses un peu... voilà, ils disent par exemple « je serais content quand je suis en vacances, tranquille, au bord de la plage ». Mais il a fait une enquête en regardant jour après jour, en demandant jour après jour quand les gens étaient heureux. Et il s'est rendu compte, et ça l'a beaucoup surpris, que les gens sont heureux quand ils ont un défi à relever qui ne les écrase pas et dans lequel ils se sentent portés par quelque chose comme justement ce flot, une sorte d'énergie. Et ils sont pris, et c'est comme s'ils s'oubliaient. Et il donne comme exemple comme exemple de cette expérience-là, le joueur de jazz. Le joueur de jazz, il joue, il improvise, il est exactement dans le contraire de la pleine conscience. S'il commence à être conscient de ce qu'il fait, ça ne marche pas, il ne peut plus improviser. Donc il lâche la conscience, et il fait les choses, et ça se fait comme tout seul. Et vous avez tous eu vous faites toute cette expérience. Peut-être un jour, vous faites à manger, et puis vous ne savez pas comment, vous mettez les choses ensemble, et hop, il y a quelque chose de magique qui vient. Et ces moments magiques, c'est les moments les plus heureux. Donc on pourrait dire les moments les plus heureux, c'est surtout les moments où on ne s'observe pas, c'est les moments où on est libéré de la pleine conscience. C'est pour ça, vous voyez, ma conviction, c'est la méditation, c'est l'expérience fondamentale qu'un être humain peut vivre pour mettre de côté la pleine conscience, pour être enfin libre de la conscience qui est là, en permanence, en train de le regarder. Il faut que je fasse une parenthèse. Être conscient, c'est bien, au sens qu'a toujours eu le mot de la conscience morale. Ah, je prends conscience que j'ai déconné. Voilà, là, le mot, il est parfaitement à sa place. Il y a un éclair, on prend conscience, là, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas une expérience de pleine conscience 24 heures sur 24. L'expérience qu'on développe dans la méditation et qu'on essaye de cultiver, c'est une expérience qui est exactement à l'antipode, une expérience dans laquelle on est détendu, on est spontané, on est présent, on est engagé dans ce qu'on fait. Et ça fonctionne dans le fait que la conscience devient entre parenthèses. La conscience a sa place, je le redis, quand elle joue son rôle
de gardien éthique en nous-mêmes. Voilà, là je prends conscience, la conscience, c'est la conscience morale en moi qui me dit, là j'ai déconné, là ce que je fais ça va pas, qui est là comme un rappel et qui peut m'aider ainsi à éviter certaines erreurs. Donc ça c'est le deuxième point, la méditation ne consiste pas à se regarder et à redoubler, mais au contraire à dissoudre cette manière de se regarder et de, on pourrait dire, de s'observer. Et donc c'est conjoint à ce problème-là l'idée que méditer, ça serait s'observer. Alors les gens, voilà, je vois des gens qui pratiquent pendant des années et donc à observer leur souffle. Donc il y a moi, mon souffle, et dans la pratique, il y a moi qui observe mon souffle. J'observe mon souffle. J'observe mon souffle. Mais c'est, encore une fois, franchement, ça, c'est une torture. Ça crée quelque chose de froid, une sorte de protection contre la vie. La méditation, c'est, en tout cas, ce que moi j'ai compris de la méditation, c'est que c'est exactement le contraire. C'est pas moi qui observe le souffle, c'est moi et le souffle, on devient un. Je respire, je suis pleinement respiration. Est-ce que vous pouvez voir la différence? Je m'observe respirer, je suis la respiration. Je m'observe manger, je mange avec plaisir, avec joie. Je nage en essayant d'être conscient des mouvements de mes bras et de mes jambes. Je nage en essayant d'être un avec l'eau, un avec mon corps, d'entrer dans le mouvement et la joie de nager. Voilà, c'est ça. J'espère que vous voyez à quel point la notion de pleine conscience ne va vraiment pas. Le troisième problème, c'est l'idée derrière la pleine conscience qu'il faudrait tout contrôler. C'est ça l'idée. Je suis pleinement conscient, je m'observe, je contrôle. Je vais enfin contrôler tout ce que je fais. Ah, mais c'est juste affreux. L'idée de contrôler tout ce que l'on fait, c'est comme s'il y avait un flic en permanence qui est là et qui vérifie tout ce qu'on fait. Alors que la méditation, c'est exactement l'inverse. Je n'ai plus besoin de contrôler. Je rentre dans un mouvement de la vie. Je rentre dans un sens de confiance, dans un sens d'attention, de présence. Je me fous complètement la paix. Je m'autorise à être. Je trouve une sorte de confiance beaucoup plus profonde. Donc le contraire de cette idée de contrôle. Et alors on voit bien que cette idée de contrôle, elle est là partout aujourd'hui dans l'idée de méditation. Méditer pour les gens, c'est contrôler. C'est-à-dire, et c'est pas par hasard qu'on appelle ça la méditation pour gérer son stress. La méditation pour gérer ses émotions. Mais franchement, il faudrait juste s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on gère son stress? Mais je veux dire, c'est très bien de gérer son compte en banque. Et le mot gérer est un mot tout à fait de l'ordre du contrôle économique d'une situation. C'est très bien, il y a des ordres dans lesquels contrôler les choses, c'est bien. Si je cuisine, j'ai bien envie de contrôler la cuisson de mes aliments. Mais penser que ces moments de contrôle doivent être la mesure de toute chose, que je dois contrôler mes enfants, contrôler mes émotions, contrôler ce que je pense. Mais c'est impossible. Et ça crée une tension et une souffrance énorme. Moi, je dis souvent que la meilleure manière de rendre les gens malheureux et stressés, c'est de leur dire « gérez votre stress ». Parce que plus on leur dit de gérer votre stress, moins ils vont y arriver, et plus ils vont se sentir coupables d'être stressés, moins ça les aide. Donc, gérez votre compte en banque, mais surtout ne gérez pas votre stress. Ne gérez pas vos émotions. N'ayez pas un rapport comptable, un rapport économique avec vos émotions, parce que ce que vos émotions et ce que votre stress ont besoin, c'est surtout pas un rapport de contrôle gestionnaire, mais un rapport d'attention tendre, respectueux, chaleureux, d'être à l'écoute. Si vous avez des émotions, il ne faut pas les contrôler, il faut les rencontrer, il faut les écouter, il faut les laisser vous dire ce qu'elles ont à vous dire. Et donc là, toute cette vision contrôlante, elle induit une forme de paranoïa. La paranoïa de vouloir garder le contrôle. Plus on veut garder le contrôle, plus on devient paranoïaque, parce que plus on voit bien qu'on ne peut jamais avoir un contrôle total de tout sur soi-même. C'est juste impossible. La vie n'est pas de cet ordre-là. Et donc, plus vous voulez avoir le contrôle, plus vous allez être paniqué qu'il y a des choses qui vont vous échapper. Et donc, plus vous devez renforcer le contrôle. Et ça, ça devient une maladie. Et c'est pour ça que c'est tellement... Je veux dire, la découverte centrale de la méditation, c'est je lâche fondamentalement le besoin de tout contrôler. Je découvre une autre dimension
beaucoup plus spontanée et ouverte. Quatrième point, il y a un malentendu radical dans la notion de pleine conscience sur ce que c'est le présent et l'idée que je suis conscient en m'observant et en me contrôlant pour être dans le moment présent. L'idée, c'est on est parfois dans le passé, donc il faut l'enlever, on est parfois dans le futur, on anticipe, il faut l'enlever, et quand on sera juste au point, ça ira. C'est cette idée-là, qu'il faut être dans le présent, il n'y a que le présent qui compte. Et c'est ça, cette idée, le pouvoir de l'instant présent, tout ça, qui me semble pouvoir de l'instant présent. Pouvoir, bon, tout ça, ça ne va pas du tout. Et là, je pense qu'on est complètement... là, il y a un truc qui est complètement abstrait, complètement perdu. Je pense que Proust et tous les poètes ont raison. La vérité du présent, c'est que ça inclut quelque chose du passé et c'est ouvert à l'avenir. Le présent, c'est pas juste. Si je reprends ma feuille, ce point, c'est ce point-là. Il y a un rapport au passé qui empêche d'être présent, et il y a un rapport au passé qui nourrit le présent. C'est-à-dire, si jamais je vois mon ami Adrien et je passe un moment avec lui, l'ensemble de tous les moments passés que nous avons vécus ensemble est là, conjointement dans ce moment-là. Il ne s'agit pas de les effacer, il s'agit au contraire de les inclure. Et le fait qu'on est ouvert sur l'avenir, qu'on est des êtres fondamentalement ouverts sur le possible. Cette ouverture sur le possible, elle est fondamentale. Et ça, moi je disais des fois, de manière peut-être un peu provocante, que je crois que Proust a mieux compris la méditation que... Enfin, vous voyez qui je veux dire. Et parce que Proust, dans l'expérience toute simple de la Madeleine, où il raconte comment la Madeleine, d'un seul coup, émerge, fait jaillir un monde complètement nouveau. C'est pas seulement qu'il se souvient, il se souvient de la tante Léonie, et il y a une sorte de collusion du temps, mais cette collusion du temps le défait du temps linéaire, mécanique des horloges. Au fond, c'est ça. Nous, on a l'impression que c'est le temps figé du moment des horloges serait le moment présent. Non, le temps qu'on découvre dans la pratique, c'est un temps qui est libéré du temps des horloges, du temps mécanique des horloges. C'est un temps complètement ouvert. C'est un temps qui a plein de résonances, Et c'est ça la méditation. On se pose, on découvre un sens de présence vaste, ouvert, intégré, libre. Vous voyez, encore à nouveau, c'est l'opposition entre cette idée de contrôle et cette idée de liberté et de spontanéité. Et cinquième point, un des leitmotifs, une des choses qui est devenue un passage obligé de toutes les descriptions de la méditation, c'est éviter le pilotage automatique. Alors pendant longtemps, moi-même, j'ai enseigné la méditation en disant oui, méditer, c'est être présent et non pas être dans le pilotage automatique. Mais voilà, moi, ce que je trouve important, c'est prendre un moment et questionner les choses. Moi, ce que j'ai retenu de ma formation avec Francisco Varela, c'est jamais rien accepter sans le questionner. Donc un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de pilotage automatique? Bien sûr, je comprends très bien, il y a des moments, on prend sa douche, on pense à autre chose, on n'est pas là, on n'est pas du tout là, et ça a un problème. C'est mieux de réussir à être présent et entrer dans la profondeur de l'existence. Et la méditation, indiscutablement, nous ouvre à une plus grande profondeur de l'expérience. Mais il y a des tas de choses qu'il est nécessaire de faire en pilotage automatique. Par exemple, conduire. Quand on commence à conduire et qu'on a ses premiers cours, on est très conscient de chacun des gestes. On essaie de penser à tous les gestes. Mais heureusement qu'après, lorsqu'on conduit, quelque chose se fait tout seul. Donc je pense que là, il faut être aussi plus subtil. Il y a des choses qui se font tout seul et c'est merveilleux. Et c'est même le sens de l'apprentissage. Et là, d'un seul coup, on commence à ouvrir beaucoup plus le champ de l'expérience humaine et comprendre quelque chose de manière un peu plus humaine. Et on se rend compte à quel point la notion de pleine conscience, non seulement est enfermant, non seulement nous prive de nos propres ressources, mais est terriblement abstraite. Alors après, ce qui me gêne dans les protocoles de méditation qui s'appellent pleine conscience, c'est que c'est devenu des protocoles. Donc il y a un ensemble de protocoles faits avec on fait telle chose, puis on fait telle chose, puis on fait telle chose, et dans tel ordre, et dans tel ordre. Et là, un protocole, moi je comprends très bien. Ça peut être une
béquille. C'est très bien une béquille. Mais une béquille, c'est fait pour aider quelqu'un et pour pouvoir s'en passer. Et quand, dans l'école de méditation, je forme les gens à transmettre la méditation, des thérapeutes, des enseignants, ce que j'essaye de faire, c'est exactement l'inverse. C'est libérer les gens du protocole pour qu'ils soient autonomes et que c'est une expérience de méditation qu'ils ont vécue qu'ils puissent transmettre. Et ça, je crois que ça change absolument tout. Il faudrait... le protocole est contraire à l'esprit de la méditation. Ce côté mécanisé, automatisé de la manière dont on devrait méditer, mais c'est complètement au contraire de l'expérience de spontanéité, de liberté, d'ouverture, de chaleur, qui est en tout cas pour moi l'expérience méditative. Je ne médite pas de la même manière tous les jours, et je ne médite pas de la même manière quand j'enseigne la méditation à des gens dans une entreprise qui sont stressés, à des gens qui doivent passer des examens, etc. Mais j'en ai déjà parlé précédemment dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous voyez. Ce qui est très très important, c'est je n'ai aucune critique à faire contre quiconque. Mon problème porte sur la chose même. Et ça, c'est vraiment important que je le dise. J'ai beaucoup d'amis qui font la pleine conscience. Je leur dis pourquoi je suis en désaccord. Ça ne m'empêche pas d'avoir de l'affection pour nombre d'entre eux. Mais je crois important de montrer qu'il ne s'agit pas de la même expérience. On me demande souvent pourquoi j'insiste pour parler de cela. C'est tout simple, c'est tant de gens m'écrivent et me disent « Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi vous parliez de manière à ce point détaillée et précise sur la pleine conscience, mais là, d'un seul coup, j'ai compris, j'en ai fait l'expérience. Waouh! Ah là là, ça faisait des années que je pratiquais, c'était vraiment dur, je sentais bien que je me torturais, je me sentais bien qu'il y a quelque chose qui ne se donnait pas, et là, d'un seul coup, et donc, moi, mon propos, c'est de vous dire juste, voilà, là, vous êtes en train de manger une banane, j'ai rien contre les bananes, mais la méditation, c'est le goût d'une pomme, voilà. Faites l'expérience vous-même. C'est pas une question théorique, c'est pas une question dogmatique, c'est une question d'expérience. Moi, je vous dis, écoutez une pomme, c'est différent. À part que dans mon exemple, c'est pas très bon, parce que je pense que il faudrait prendre un fruit qui est pas très bon et qui est un peu âcre et qui est à côté un fruit magnifique, doux et nourrissant. Donc c'est vraiment une question d'expérience. Donc voilà, c'est pas une question théorique. Faites-en de l'expérience et voyez pour vous-même. Quand je parle avec certains de mes amis spécialistes en neurosciences, c'est très clair. La méditation n'est pas le renforcement du cortex préfrontal, mais fait venir d'autres aires, comme le réseau de la salience, le réseau par défaut. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais plein d'autres mécanismes de notre esprit qui ont beaucoup plus à voir avec une forme d'ouverture inconditionnelle, de capacité à remarquer des différences, des tensions, des choses qui émergent dans l'esprit, que le renforcement du cortex préfrontal de la conscience. Donc là, même les neurosciences confirment à quel point comprendre la méditation comme expérience de pleine conscience est un très profond malentendu. Alors là, c'est tout simple, parce qu'une appli, aujourd'hui, son objectif, c'est de vous rendre dépendant d'elle pour gagner davantage d'argent. Et donc, tout est fait pour que vous soyez comme addict, prisonnier du système. Et les applications n'ont pas une visée d'ouvrir un sens profond de chemin. Or, la méditation, si vous avez compris ce que je dis jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une relaxation, c'est un chemin extraordinaire qui nous permet de rencontrer notre vie, de travailler avec nos difficultés, de nous donner de l'allant, de trouver de l'inspiration. Et ça, ce n'est pas du tout le projet des applications. Dès qu'on ouvre un dossier sur la méditation, dès qu'un journaliste m'interroge, ce qui lui importe, c'est quelles sont les études qui montrent l'impact de la méditation sur tel et tel point, tel et tel symptôme, telle et telle maladie. Au début, j'étais très impressionné par toutes ces études. Et puis, je me suis dit, là, il y a un problème de toutes ces études, c'est qu'on on prétend mesurer une technique, alors qu'en réalité, ce qu'on mesure, c'est une relation. Et ça, c'est absolument central. La méditation, c'est toujours une relation. Donc la méditation, ce n'est pas une essence. Il y a des dizaines de milliers de manières de l'approcher. Et pour prendre
deux éléments un peu extrêmes. La méditation comme technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive, dans laquelle il faut toujours être plus performant pour faire marcher davantage un capitalisme qui est destructeur de la Terre, des équilibres sociaux, du rapport au monde, et puis une méditation dans laquelle on développe de la bienveillance pour développer plus d'harmonie et d'accueil de ce qui est. Donc la méditation, il y a plein d'approches et de visées différentes. Et Steven Seagal, qui était le fondateur de MBSR, qui est l'approche de la méditation pour aider les gens pour éviter la rechute de la dépression, qui est un des modèles de méditatifs les plus étudiés, raconte, c'est lui qui le raconte, alors tenez-vous bien, que la première fois qu'il a mis en œuvre ce modèle, il n'y a pas eu de résultat. Et il a été voir John Kabat-Zinn en disant « Je ne comprends pas, j'ai appliqué votre modèle, ça ne marche pas ». Et John Kabat-Zinn, qui a une expérience réelle de la méditation, lui a dit « Il faut que vous pratiquiez pendant 1 an, intensément, et faites-le après ». Ils ont pratiqué pendant 1 an, et ils l'ont fait après. Après, ils ont eu les résultats absolument qui sont souvent cités, et que ça a un très fort impact pour éviter la rechute de la dépression. Non mais, écoutez, c'est pas la technique, c'est d'abord l'expérience profonde qu'ils ont vécue qui aide les gens. Et ça, c'est absolument central. Et j'ai un des enseignants de l'école qui me raconte que la semaine dernière, il a enseigné une méditation, et il y avait un point de la pratique qui n'était pas très clair. Il avait écrit, mais il n'était pas tout à fait au clair. Il me dit, en sortant, je trouvais que ça avait été précis, clair, je sentais présent, mais il y a un truc que j'ai pas senti. Comme par hasard, tous les gens m'ont dit, ah, j'ai adoré ta pratique, ça m'a beaucoup aidé, sauf il y a un point que j'ai pas compris. Et tout le monde n'avait pas compris le point que lui-même ne pouvait pas vraiment habiter pleinement. Ben oui, évidemment. Ça, c'est vraiment la clé. La méditation, c'est d'abord une expérience partagée. C'est une dimension relationnelle. On a travaillé avec l'école de méditation à faire tout un programme avec des gériatres pour des personnes âgées. Et on voit bien que la dimension relationnelle de la méditation pour les personnes âgées, c'est essentiel. Ils n'ont pas besoin d'avoir une technique pour faire le vide dans leur tête ou pour essayer d'être calme ou je ne sais quoi. Mais la dimension relationnelle, d'être avec quelqu'un et de sentir qu'on peut être avec quelqu'un dans cette présence ouverte et chaleureuse, voilà qui a beaucoup de sens. Donc, je me demande toujours, qu'est-ce qu'on mesure dans ces études, puisque on ne mesure pas la relation et que c'est la relation qui compte. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à maintenant, vous commencez à voir que la méditation, c'est incroyable. Ça répond à plein de problématiques et de thématiques différentes. Et que ça n'a rien à voir avec l'idée habituelle, courante. Maintenant, vous voyez bien que l'idée méditation, c'est pour te calmer et que tu sois sage comme une image. Non, c'est pas du tout le propos. Et la méditation, au contraire, ça permet d'être plus vivant. Voilà, on pourrait dire, un peu pour résumer, est-ce que la méditation, c'est un truc, parce que la vie, c'est un peu trop intense, il faut rentrer dans son petit cocon, ou est-ce que la vie, c'est pour pouvoir se synchroniser avec la vie, avoir moins peur de la vie, trouver des ressources, de l'allant, de la force, de la joie, de la confiance, de la tendresse. Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, ça, vous voyez, ça vous correspond forcément. Parce que beaucoup de gens ne voient pas l'intérêt de la méditation, ils ne voient pas en quoi ça va les aider, parce qu'ils ne voient pas en quoi l'idée de se calmer juste, ça leur semble mécanique, et ils ont raison. Souvent, les gens qui disent qu'ils ne veulent pas méditer, je dis, mais vous avez bien raison, parce que vu l'idée habituelle qui est présentée de la méditation, ça ne semble pas très connecté à nos vrais problèmes. J'ai reçu un message ce matin qui m'a beaucoup touché, de quelqu'un qui me raconte que grâce à l'approche de la méditation que je développe, que je vous propose sur ma chaîne, il a peu à peu pris conscience d'une peur profonde qui le minait. Il avait fait un burn-out et il a commencé à comprendre que, ce que j'explique souvent, que le burn-out ne venait pas d'un défaut personnel, mais qu'il était pris par une pression fondamentale, et qu'à la racine de cette pression, il y avait la peur. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être accepté, la peur d'échouer, la peur de perdre son travail. Et cette peur l'a tétanisé et lui a fait perdre ses moyens. Et grâce à la méditation, me dit-il,
j'ai pu me réconcilier, voir cette peur qui était derrière, que je ne voyais pas, et faire la paix avec elle. Et ça m'a énormément ému, parce que c'est ça que permet la méditation. Ça permet de voir ce qui nous meut malgré nous, ces émotions qui sont d'autant plus douloureuses qu'on ne les voit pas, qu'on ne les reconnaît pas, et c'est souvent une forme de peur, et en la reconnaissant, en la voyant, dans cet espace de présence, d'attention, de tendresse, de bienveillance, de chaleur, cette peur, elle est reconnue et elle peut s'apaiser. Elle s'apaise parce qu'elle est reconnue. Elle s'apaise parce qu'on n'est plus dans la dissociation avec elle. Et au fond, la clé de la méditation, c'est ça. C'est, en général, tout ce qui est un peu douloureux, qu'on considère comme négatif, toute forme de notre tendresse qui nous semble trop vulnérable, trop à nu, on voudrait s'en protéger. On se dissocie. Ou on est pris par la colère, la haine, la honte, la culpabilité. On pense que c'est mal. Évidemment, là, on est évidemment complètement ici aussi prisonnier de toute cette idéologie qui aurait des émotions positives et des émotions négatives, ce qui est une chose complètement absurde. Aucune émotion n'est en soi positive ou négative. Toute émotion a un sens, une justesse. Et donc, on se dissocie. Ah oui, colère, c'est mal. Depuis qu'on est enfant, on dit c'est pas bien d'être en colère. Sois pas en colère, c'est laid. Un garçon, il n'a pas peur. Là, avec toute la question du genre qu'on rajoute dessus, les filles sont comme ça, les garçons sont comme ça, tout un ensemble de mécanismes qui font que on se dissocie. Il y a ma colère que je ne reconnais pas, qui ne me plaît pas, que je veux fuir, donc je la sens et je la sens pas. Et la méditation, ça nous permet, au lieu d'être dans cette dissociation qui est extrêmement douloureuse, parce que c'est pas parce qu'on se dissocie que la peur, elle disparaît, la colère disparaît, la honte, etc. Ça ne disparaît pas, ça vous ronge de l'intérieur. C'est là, et ça vous ronge sans que vous compreniez qu'est-ce qui vous ronge, qu'est-ce qui vous prive de votre force de vie, qu'est-ce qui vous prive de votre propre énergie. Et là, d'un seul coup, en laissant dans la lumière ce problème, en vous réassociant avec, en vous resynchronisant avec vous-même, là, c'est ça, le véritable apaisement. Et si vous vous souvenez de ce que je racontais dans cette vidéo quand je parlais de mon filleul, et que je racontais comment j'avais réussi, en créant un espace de sécurité qui me dise les difficultés qu'il avait, quand il m'a parlé de ces difficultés, au fond, je l'ai aidé à se réassocier avec sa difficulté, à qu'elle prenne place dans sa vie, qu'elle retrouve un sens, qu'elle soit intégrée, et ça lui a permis de la dépasser, d'aller de l'avant. Et ça, c'est une des clés de la méditation comme je la présente. Et vous voyez bien, à nouveau, que souvent, la méditation est présentée exactement dans le sens inverse, puisqu'on présente la méditation pour se dissocier davantage. Sois positif, médite pour te calmer. Tu mets de côté la peur, le chagrin, la colère, tout ce qu'on considère comme ne devant pas être là. Tu te calmes, en fait, tu n'as absolument travaillé sur rien, tu n'as absolument rien transformé. Or, dans la vie, les difficultés, il faut les transformer. On ne peut pas juste prendre une gomme et les effacer. Et c'est aussi ça que je raconte souvent, c'est que l'idée que nous avons souvent de la méditation, c'est une sorte de gomme. Je vais prendre une gomme et je vais effacer tout ce que j'aime pas en moi. Ça, je suis un peu trop paresseux, un peu trop timide, un peu trop impatient, un peu trop... Et donc, je vais tout gommer pour être enfin acceptable. On ne voit pas que l'attitude, le fond de cette attitude de vouloir gommer est uniquement de la violence contre soi-même. Et c'est ça, si jamais je réussissais à que vous compreniez ce point, je serais vraiment très heureux, parce que ça me semble vraiment la clé, beaucoup trop d'approches qui nous parlent de détente, de bien-être, sont en réalité uniquement fondées sur la peur de rencontrer la vie, la peur d'être touché, la peur d'être ému, la peur d'être bouleversé, et la haine devant tout ce qui n'est pas poli et lisse. Et c'est l'idée qu'être heureux, ce serait comme être, au fond, voilà, complètement plat. Et je crois que c'est pas ça du tout. Je crois que c'est une erreur fondamentale. Et la méditation
elle peut vous répondre parce qu'on a tous besoin. C'est ça la clé. On a tous besoin d'être réassociés. On a tous besoin de se réconcilier avec ce que l'on est. Se réconcilier avec nos peurs, se réconcilier avec nos désirs, se réconcilier avec nos enthousiasmes, se réconcilier avec la vie en nous. Et c'est ça que permet la méditation. Et donc elle nous répond exactement là où on a besoin d'elle. Et quand je regarde mon parcours, je me rends compte que la méditation n'a jamais fait la même chose aux différents moments de ma vie. Simplement le fait de s'asseoir, de se poser, de se rencontrer, vous transforme et agit exactement là où c'est nécessaire pour vous. Et ça, je crois que c'est vraiment profond et merveilleux. Voilà, j'espère que ce long panorama de la méditation vous aura éclairé. Ça faisait longtemps que j'avais promis que j'essaierais de faire un peu une synthèse. Si vous avez envie d'aller plus loin ou de tester par vous-même l'approche que je propose, je vous propose de vous inscrire à la série 3 cours que je donne gratuitement. Là, il suffit de cliquer dans le lien ci-dessous et vous allez recevoir des présentations et des exercices de méditation que j'ai essayé de présenter pour faire une bonne base pour débuter et avoir une vision de la pratique de la méditation telle que je la propose.